Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière matinale de l'année, l'émission qui fait le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024. Après être tombé dans une forme d'indifférence, il semble, Laurent, que les cryptoactifs renouent avec la lumière ces dernières semaines. Effectivement Hélène, le cours du Bitcoin a grimpé de manière spectaculaire et approche pour la première fois de son histoire la barre des 100 000 $. Un mouvement amplifié cet automne par le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ce dernier avait en effet annoncé pendant sa campagne électorale que les États-Unis entameraient la création d'une réserve en Bitcoin s'il était réélu. Après 2 années de secousses avec des faillites retentissantes, puis une certaine forme d'apathie, 2024 est, semble-t-il, une année charnière pour l'écosystème des actifs numériques. Étant rappelé que 2024 a vu l'entrée en vigueur partielle de la réglementation européenne MiCA et que mi-novembre, l'autorité des marchés financiers et l'ACPR ont par ailleurs appelé à une supervision européenne des plateformes de cryptoactifs en Europe. Et donc, au regard de cette forte actualité des actifs numériques, nous avons convié à notre micro une experte dans ce domaine, Laurent, Catherine Philippe, associée responsable de l'activité blockchain et cryptoactifs de KPMG France. Catherine Philippe analysera ces événements et nous livrera son éclairage sur l'avenir des actifs numériques dans le dossier du mois. Mais avant cela, commençons tout de suite avec le journal de la rédaction, Laurent. Le journal. Aujourd'hui, à la une de ce journal, tout d'abord dans l'actualité comptable internationale, l'IASB a publié des propositions destinées à améliorer les dispositions d'IAS 37, la norme portant sur les provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, et également à supprimer IFRIC 21. Dans l'actualité réglementaire, ensuite, le rapport du Haut Comité du gouvernement d'entreprise est paru il y a quelques jours, un rapport qui porte sur la gouvernance et la rémunération des dirigeants, sans oublier les principales publications que nous évoquerons à la fin de ce journal. Ouvrons donc cette émission avec l'actualité comptable internationale. L'IASB a publié il y a quelques jours des propositions d'amendement IAS 37 avec, je le disais il y a un instant, l'objectif de supprimer notamment IFRIC 21. Or, à l'origine, IFRIC 21, qui porte sur les taxes entrant dans le champ d'application d'IAS 37, avait justement pour ambition de clarifier, Laurent, le fait générateur lors de la comptabilisation des taxes. Tout à fait Hélène, et près de 10 ans après son entrée en vigueur, il semble qu'IFRIC 21 n'ait pas eu l'effet recherché. À tel point que l'IASB a publié le 12 novembre 2024 un exposé sondage intitulé Provisions Targeted Improvement, dans lequel des amendements à IAS 37 sont proposés pour améliorer les dispositions relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des provisions dans les états financiers IFRS. Et donc, que propose l'IASB concrètement ? Les propositions de l'IASB visent à répondre notamment à 3 questions. Première question, comment déterminer s'il existe une obligation actuelle et quand comptabiliser une provision ? À ce titre, l'IASB propose de faire figurer clairement les 3 conditions distinctes à IAS 37 pour déterminer dans quelle mesure une obligation actuelle existe. L'IASB propose en particulier d'ajouter des dispositions spécifiques relatives aux obligations actuelles qui naissent au fur et à mesure de la réalisation de l'activité qui contribue à l'atteinte d'un seuil déclenchant un montant à payer. Et en même temps de supprimer les interprétations IFRIC 21 et IFRIC 6, passifs découlant de la participation à un marché spécifique déchets d'équipements électriques et électroniques. Deuxième question, quels sont les coûts à inclure dans l'évaluation d'une provision ? À ce titre, l'IASB propose d'inclure dans l'évaluation d'une provision les coûts qui se rapportent directement à l'extinction de l'obligation. Ces coûts incluraient les coûts incrémentaux du règlement, de l'obligation et une allocation des autres coûts directement liés. Quelle est la troisième question que soulève l'IASB ? Cette troisième question porte sur le taux à utiliser pour actualiser une provision à long terme. Constatant une diversité de pratiques sur ce sujet, l'IASB propose l'utilisation d'un taux sans risque qui ne tiendrait pas compte d'ajustement au titre du risque de non-performance, en particulier le risque de crédit. Quelles conséquences auraient ces amendements pour les entreprises, s'ils sont adoptés, bien entendu ? En cas d'adoption, Hélène, certaines provisions pourraient être reconnues plus tôt et ou progressivement. De plus, certaines provisions pourraient augmenter compte tenu des clarifications sur les coûts à inclure et sur le taux sans risque à retenir.
L'impact de ces propositions pour les entreprises pourrait dépendre de la nature des obligations concernées et des méthodes comptables retenues actuellement. En particulier, l'IASB s'attend à ce que les entreprises les plus impactées soient celles qui ont d'importantes provisions pour démantèlement d'actifs ou de remise en état des sites. Enfin, dernière question, quelle serait la date d'application de ces propositions d'amendement? Alors, ces amendements seraient applicables de manière rétrospective, conformément à IAS 8, à l'exception des changements de méthode comptable portant sur les coûts inclus dans l'évaluation de la provision, ainsi que sur la détermination des taux d'actualisation, qui, eux, feraient l'objet de dispositions transitoires spécifiques. Enfin, sachez que les commentaires relatifs à cet exposé sondage sont attendus jusqu'au 12 mars 2025. Nos auditeurs ont donc le temps pour faire entendre leur voix. Poursuivons avec l'actualité réglementaire. Le Haut Comité du gouvernement d'entreprise, le HCGE, le gardien du temple de l'application du code AFEP-MEDEF et également force de proposition, a publié le 25 novembre dernier l'édition 2024 de son rapport d'activité, le 11e du genre. Dans les grandes lignes, que faut-il retenir de ce rapport, Laurent? Hélène, globalement, ce rapport d'activité annuel qui couvre la période allant de septembre 2023 à septembre 2024 rend compte d'une année riche en nouvelles avancées. Selon le communiqué de presse, je cite, « L'analyse des informations relatives à la gouvernance et aux rémunérations confirme que les sociétés du SBF 120 améliorent de manière continue leurs pratiques, tant sur le fond que sur la forme. » Les données statistiques qu'il contient donnent une mesure de cette progression dans l'application des recommandations du Code et de la maturité de la gouvernance. En matière de RSE, les progrès se poursuivent et se concrétisent. Les sociétés ont mis en œuvre les nouvelles recommandations du Code et ont renforcé les missions de leur conseil d'administration. De plus en plus d'entreprises présentent leur stratégie climatique à leurs actionnaires lors des assemblées générales. Enfin, la mixité au sein des instances dirigeantes continue de progresser et s'inscrit dans le cadre d'objectifs communiqués et suivis. Donc des progrès notables. Ce rapport révèle-t-il toutefois certains axes d'amélioration? Oui, Hélène, parmi les principaux axes d'amélioration relevés, on comprend que les conseils doivent pleinement jouer leur rôle de garant de la création de valeur durable des sociétés dans un environnement de plus en plus complexe et incertain. Par ailleurs, face aux enjeux numériques, notamment, le Haut Comité invite les sociétés à assurer une bonne information de leurs administrateurs sur les opportunités, mais aussi sur les nouveaux risques opérationnels et de réputation liés à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité, ainsi qu'à renforcer leur formation dans ces domaines. Mais pour en savoir plus sur ce sujet, je conseille à nos auditeurs intéressés de lire ce rapport de près de 100 pages. Un rapport à consulter sur le site du HCGE. Sachez également que Radio KPMG ne manquera pas de faire un décryptage plus fouillé dans son édition de Défi Gouvernance qui sera diffusée en janvier prochain. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications du mois de novembre? Hélène, au-delà de l'incontournable IFRS en bref, je conseille à nos auditeurs de lire l'édition 2024 de l'ouvrage KPMG, comparant les normes IFRS et les US GAAP, mais aussi les recommandations de l'AMF pour la clôture 2024, dont nous avions commenté l'esprit dans notre matinale d'octobre, et aussi l'actualisation du texte officiel des FAQ de la Commission européenne, en anglais et en français, sur la mise en œuvre de la CSRD après un premier jeu paru en août 2024. Ces FAQ, je le rappelle, couvrent des questions sur le champ d'application, les dates d'application et les exemptions, mais apportent aussi des précisions sur l'utilisation des estimations plutôt que de la collecte d'informations sur la chaîne de valeur. Et enfin, dans le même esprit, la Haute Autorité de l'Audit, la H2A, a publié début novembre 2024 une mise à jour de sa FAQ visant à répondre aux premières interrogations des vérificateurs de durabilité sur les conditions à remplir pour exercer cette mission. Des documents fort utiles aux entreprises et aux vérificateurs de durabilité qui sont tous à pied d'œuvre pour le rapport de durabilité. Un grand merci à vous, Laurent. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Hélène, à vous également. Merci. Ce journal est maintenant terminé. Je retrouve nos auditeurs dans un instant avec notre invité du mois. Le dossier du mois. Dans le dossier du mois, nous allons aujourd'hui revenir sur les grandes évolutions du secteur des cryptoactifs en 2024 et sur ses perspectives pour 2025. À ce propos, impossible de ne pas évoquer le phénomène marquant de ces derniers jours, le Bitcoin, dont le cours a grimpé de manière spectaculaire. Il approche pour la première fois de son histoire la barre des $100 000.
Ce mouvement haussier a été amplifié par un contexte géopolitique et économique particulier, la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ce dernier avait en effet annoncé, lors de sa campagne, que les États-Unis entameraient la création d'une réserve en Bitcoin s'il était réélu. Les investisseurs ont visiblement entendu le message. Et donc, pour discuter de tout cela et plus encore, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro Catherine Philippe, associée KPMG, responsable des activités blockchain et actifs numériques. Bonjour Catherine et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Effectivement, la dynamique récente du Bitcoin suscite beaucoup d'intérêt. Il faut replacer les événements politiques récents dans un contexte un peu plus large. Cette année 2024 a vu des événements techniques et réglementaires sur les cryptoactifs qui ont eu des impacts importants sur les marchés. Donc, selon vous, 2024 a été une année charnière pour les cryptoactifs. Quels sont les événements qui ont marqué cette année 2024 dans le domaine, bien entendu, des cryptoactifs? Alors d'abord, il y a eu un événement que je qualifierais donc de technique. C'est le halving de Bitcoin qui s'est produit en avril 2024. Cet événement, qui réduit l'émission de Bitcoin tous les 4 ans environ, provoque une augmentation de la valeur du Bitcoin sur les marchés. Ensuite, l'approbation par la SEC des premiers fonds indiciels ETF crypto a permis à de nombreux gestionnaires d'actifs américains comme BlackRock, comme Fidelity, de lancer les premiers fonds dès le mois de janvier. Dès leur démarrage, des volumes records de collecte, plus de 33 milliards de dollars d'actifs pour BlackRock, plus de 18 milliards pour celui de Fidelity, ont poussé d'autres acteurs à lancer des produits similaires et participer à une affluence des acteurs institutionnels sur les marchés crypto. En moins d'un an, l'intérêt des investisseurs pour ces produits s'est confirmé et désormais 5% du volume de Bitcoin est distribué sous forme d'ETF. Pour rester aussi dans le domaine des fonds, nous avons également assisté cette année à des expérimentations intéressantes en matière de tokenisation, notamment via la tokenisation de fonds monétaires. C'est un sujet que nous venons d'ailleurs d'aborder dans une étude que nous publions et que vous pourrez retrouver sur les réseaux de KPMG. Oui, sur les réseaux sociaux de KPMG et une étude que vous pouvez aussi retrouver dans l'application Radio KPMG. Alors, on voit bien que ces innovations répondent à un intérêt croissant des particuliers, des investisseurs institutionnels pour des produits financiers entièrement numériques. D'ailleurs, c'est ce qu'avait révélé l'étude que vous aviez faite début 2024, Catherine Philippe, avec Ipsos sur l'adoption des cryptoactifs. Et selon cette étude, 10% des ménages européens détenaient déjà des cryptoactifs. Si on s'intéresse toujours à 2024, en 2024, l'euro numérique a été un autre sujet phare cette année. Oui, aussi bien sur le volet retail que le volet qu'on appelle wholesale, c'est-à-dire sur les avancées en termes de règlements interbancaires qui sont plus visibles, notamment grâce à des projets pilotés par la Banque des règlements internationaux. Des projets qui suscitent l'intérêt de nombreux établissements bancaires européens, comme le projet Agora. C'est un projet qui réunit 7 banques centrales et plus de 40 institutions financières privées, dont d'ailleurs l'ensemble des groupes bancaires français. Ces projets permettent d'évaluer l'efficacité des technologies blockchain dans le domaine des paiements interbancaires ou le règlement livraison de titres. Certes, ces projets sont encore à des phases expérimentales, mais les premiers résultats sont très encourageants et les investissements des acteurs publics et privés continuent de croître. Nous parlons de l'euro numérique, mais est-ce que cet euro numérique ne risque-t-il pas de, et c'est peut-être un terme fort, mais de tuer les marchés crypto et les stablecoins? Non, au contraire. Je pense que le développement de l'euro numérique de banque centrale va permettre l'émergence de nouveaux acteurs du paiement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les émetteurs de stablecoins, qui sont désormais qualifiés officiellement d'émetteurs de monnaie électronique grâce au règlement MiCA. Les cryptoactifs resteront, eux, selon moi, plus dans le domaine de l'investissement que dans celui du paiement. Le développement d'actifs de règlement numérique est justement ce qu'il manque pour leur adoption à plus grande échelle, mais également pour la digitalisation des marchés financiers traditionnels. Alors, des avancées ont été notées dans des domaines variés pour les cryptoactifs, notamment les aspects réglementaires, avec bien sûr l'entrée en vigueur du règlement MiCA
en juillet 2024, le règlement européen sur les marchés des cryptoactifs, un règlement qui est entré en vigueur après plusieurs années de discussion. Je vous avais déjà interviewé en décembre 2023 à propos de son adoption. À l'époque, on était dans la période de 18 mois au cours de laquelle les attentes des régulateurs, que ce soit l'ESMA ou le BA ou l'autorité bancaire européenne, commençaient à se préciser et où les acteurs du secteur entraient dans la phase de mise en conformité sur les sujets de cybersécurité, de lutte contre le blanchiment et de gestion des conflits d'intérêts. Où en est-on aujourd'hui avec MiCA? Attention, Hélène. En juillet, la mise en application de MiCA ne concernait que les émetteurs de stablecoin. Et au 1er janvier 2025, c'est l'ensemble des prestataires de services sur actifs numériques qui seront désormais visés par MiCA. Ce texte a fait l'objet de nombreuses normes techniques qui établissent les obligations de ces prestataires, notamment en matière de gouvernance et de contrôle interne, de procédures de gestion contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, de procédures de cybersécurité, bien sûr, des obligations en matière de publication ou de reporting, mais également de mesures de l'impact environnemental des technologies. Le grand débat actuel concerne le risque cyber et la façon dont le régulateur souhaite l'aborder. Un sujet sur lequel l'AMF et la CPR viennent d'ailleurs de se prononcer mi-novembre dans une tribune commune. Jusqu'à présent, l'AMF demandait un audit cyber réalisé par un prestataire qualifié PASI, c'est-à-dire un prestataire agréé par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Cet audit était requis lors d'une demande d'agrément. L'autorité a encore plaidé dans ce sens il y a quelques jours. Mais au niveau européen, des débats ont lieu pour juger de la nécessité ou non de maintenir ces audits. Une chose est sûre, tous les prestataires de services sur actifs numériques seront de toute façon soumis à la réglementation DORA sur la résilience opérationnelle qui entre en vigueur au 1er janvier 2025. Beaucoup de réglementations européennes rentreront en vigueur au 1er janvier 2025. Alors, si on regarde toujours 2024, qu'en est-il également des tendances plus spécifiques comme les NFT qui étaient omniprésents il y a quelques années, en 2022, et dont on n'entend plus vraiment parler? Effectivement, les NFT ont perdu de leur visibilité depuis la hype, la tendance, si vous voulez, qu'ils ont connue il y a 2 ans. Plusieurs raisons expliquent cette baisse d'intérêt des entreprises, mais la principale, c'est sûrement le manque de maturité des technologies, notamment en matière d'expérience utilisateur. L'emploi d'un portefeuille, d'un wallet, qui permet de stocker, d'échanger ses actifs est encore peu répandu et fastidieux. Peu d'entreprises et de particuliers sont formés, sont équipés. Seuls quelques early adopters, précurseurs, ont accès à ces technologies qui ne sont pas encore prêtes pour une adoption grand public. De la même manière que l'IA, qui se démocratise à vitesse grand V grâce à l'IA générative et à son intégration aujourd'hui dans tous les services numériques. Ceci dit, il ne faut pas renoncer à un usage des technologies blockchain dans l'industrie, notamment dans le domaine des doubles numériques de produits, qui est le sujet du règlement ESPR. Il imposera d'ici 2027 aux entreprises européennes de fournir des passeports numériques pour leurs produits aux clients. Les technologies blockchain et les NFT seront des outils très intéressants pour l'industrie et la traçabilité des composants, mais également des produits tout au long de leur cycle de vie. Pouvez-vous préciser ce que prévoit ce règlement ESPR qui porte un nom un peu barbare? C'est un règlement européen qui fixe les exigences en matière d'éco-conception des produits sur un grand nombre de secteurs. Il introduit la notion de passeport numérique produit, le DPP, qui fournit des informations détaillées sur la composition des produits, ses réparations, son recyclage. Beaucoup imaginent que les technologies blockchain auront un rôle à jouer dans le développement de ce passeport numérique. Tout ceci dans un souci de transparence, de réparabilité et in fine de durabilité. La durabilité, bien entendu, un sujet essentiel aujourd'hui pour l'économie et pour notre planète, bien évidemment. Alors, en regardant vers 2025, Catherine Philippe, quelles sont selon vous les grandes opportunités pour les directions financières? Alors, l'une des tendances majeures, c'est l'intérêt croissant pour les stablecoins. Comme je l'ai déjà dit il y a un instant, la réglementation européenne MiCA, qui est entrée en vigueur en juillet 2024, permet d'encadrer les émetteurs comme des émetteurs de monnaie électronique. Le fait que des acteurs bancaires, tels que la Société Générale, via sa filiale Forge, proposent ce type d'actifs, ouvre la voie à des expérimentations pour les directions financières, notamment pour les virements internationaux. Un autre sujet d'ailleurs qui émerge, c'est l'acceptation des paiements en cryptoactifs. C'est une tendance très intéressante.
Accepter les paiements en cryptoactifs, c'est une opportunité de se poser en précurseur et d'attirer de nouveaux clients, notamment des entrepreneurs fans de ces technologies, ce qui est important à l'égard des clients très jeunes et très sensibles à l'innovation. Est-ce que vous voyez des initiatives concrètes dans ce sens? Oui, on a vu récemment le groupe Printemps qui a annoncé qu'il acceptait désormais les paiements en crypto dans tous ses magasins en France. De même, Ingenico, le leader mondial de l'acceptation des paiements, a signé un partenariat avec la plateforme d'échange crypto.com pour permettre aux commerçants d'intégrer des paiements en crypto-monnaie. Aux États-Unis, c'est Stripe, un des principaux prestataires américains des paiements en ligne. Il faut savoir que Stripe processe plus de 800 milliards de dollars par an de paiement. Ils ont fait l'acquisition récemment de Bridge, un émetteur de stablecoin. D'un point de vue stratégique, on l'a vu dans beaucoup de secteurs, des initiatives continuent d'émerger et il est important que les directions financières ne soient pas prises au dépourvu. Quand les métiers ont pris des initiatives crypto, parfois à l'insu des DAF, les directions financières doivent anticiper les implications fiscales, comptables et juridiques de l'utilisation des cryptoactifs. Comme toujours, dans le domaine des technologies émergentes, le dispositif de contrôle interne doit également être revu et adapté. Comme toujours, j'ai envie de dire, il ne faut pas être attentiste. Alors justement, vous parlez des implications fiscales, comptables et juridiques. Y a-t-il eu du nouveau cette année en cas d'utilisation de cryptoactifs dans ces domaines? Sur le plan fiscal, la France s'efforce depuis déjà plusieurs années de clarifier le traitement des cryptoactifs. Les premières bases ont déjà été posées dans la loi de finances de 2019 concernant le régime fiscal pour les particuliers. La loi de finances pour 2022 a aligné les opérations sur cryptoactifs avec celles des valeurs mobilières. L'administration fiscale a également renforcé les obligations déclaratives des entreprises, qui doivent désormais fournir des données détaillées justifiant les plus ou moins-values de leurs activités liées aux cryptoactifs. Un reporting qui peut s'avérer très complexe. Mais qui est très important, bien évidemment, pour l'administration fiscale. Sur le plan comptable, Catherine? Alors, l'autorité des normes comptables, l'ANC, a joué un rôle pionnier. Dès 2019, elle a publié un avis technique définissant les règles de comptabilisation des cryptoactifs détenus à des fins d'investissement ou d'échange. Les cryptoactifs, ils sont principalement classés comme des stocks ou des immobilisations incorporelles selon l'usage et la durée de détention. Cependant, le groupe de travail de l'ANC en charge de ces sujets a encore du pain sur la planche, notamment s'agissant de la qualification comptable des stablecoins, des règles de valorisation des actifs ou des obligations de reporting, notamment de savoir si une annexe spécifique est nécessaire pour déclarer les cryptoactifs au bilan. En parallèle, selon les normes comptables internationales émises par l'IASB, les actifs numériques sont pour la plupart classés comme des actifs incorporels ou, en fonction de la durée de détention, également comme des instruments financiers, au sens IFRS 9, avec tout ce que cela comporte. L'IASB travaille, elle aussi, à fournir des lignes directrices supplémentaires pour mieux encadrer la comptabilisation des cryptoactifs. Donc, il faut suivre ces évolutions, étant précisé, on l'a bien compris, que tout n'est pas encore stabilisé sur le plan comptable. Comment les directions financières peuvent-elles se préparer à ces nouvelles opportunités opérationnelles, Catherine? D'abord, ça paraît basique, mais former ses équipes, c'est le premier levier pour mieux appréhender le paysage des risques qui est vraiment spécifique aux cryptoactifs. La direction financière doit être en mesure de qualifier chaque typologie d'actifs afin de définir son traitement, mais aussi sa gouvernance. Et cela inclut les accès aux wallets, aux portefeuilles, aux habilitations sur les transactions, aux mesures de cybersécurité et bien évidemment à tout ce qui concerne la conformité réglementaire. Ensuite, je dirais aux DAF de s'entourer des bons partenaires. Il est crucial de collaborer avec des prestataires agréés, notamment pour la conservation des actifs, et de réaliser de solides diligences avant de s'engager. Il est ici question d'exposer la réputation de l'entreprise et la sécurité des actifs. Donc la stratégie crypto doit être alignée également avec les objectifs en matière de RSE. L'impact environnemental est un critère essentiel dans toute décision stratégique. Pour conclure, Catherine Philippe, quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent tirer parti des actifs numériques en 2025? Je leur dirais d'adopter une approche proactive et curieuse, même si ce sujet semble encore loin de leurs préoccupations quotidiennes. Cela implique tout d'abord de prendre le temps de s'informer, d'anticiper un maximum les impacts de ces technologies sur l'entreprise, sur son secteur, et je le répète, de ne pas être pris au dépourvu. Ensuite,
je leur conseillerais de garder un œil attentif sur les concurrents, de suivre les initiatives, de réaliser des benchmarks et d'identifier, d'évaluer les investissements, les meilleures pratiques ou les tendances qui émergent. Plus les entreprises intégreront tôt ces technologies et s'assureront que leurs équipes sont prêtes et opérationnelles, plus elles seront en mesure d'exploiter pleinement le potentiel à grande échelle. Catherine Philippe, un grand merci pour tous ces éclairages. Nous avons hâte de voir comment ces tendances se concrétiseront en 2025. En tout cas, un grand merci d'avoir été à notre micro. Cette émission est maintenant terminée et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Les matinales de KPMG.